Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Tech Café, un épisode au format dossier. On va vous parler d'intelligence artificielle, ça va être donc un dossier de référence auquel on se référera à l'avenir à plusieurs reprises quand on parlera du fonctionnement fondamental de l'intelligence artificielle. Et pour cet épisode, je suis ravi de retrouver Guillaume Poggiaspala, l'auteur de ce dossier. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh bien écoute, oui, j'espère devenir votre référence à vous. Oui, car elle est ma référence. Bon, voilà, ceux qui ont des références musicales auront reconnu. Alors, je voudrais en profiter d'ailleurs, c'est un dossier en deux parties. Au moment où on enregistre, évidemment, la deuxième partie n'est pas encore enregistrée. Et au moment où vous l'écoutez, il y a de bonnes raisons de penser qu'elle n'est pas encore dispo. Mais si vous écoutez cet épisode plusieurs jours après sa sortie, et si entre-temps on a mis à disposition la partie 2, j'actualiserai dans les notes de l'épisode que vous écoutez actuellement le lien vers la partie 2. Donc, si vous voulez enchaîner les épisodes, vous le pourrez, et puis je ferai la même chose pour le dossier partie 2. En intro, je mettrai le lien vers la partie 1, comme ça vous serez à peu près sûr d'avoir le rebond entre les deux épisodes. C'est une méthode machiavélique qu'on a trouvée pour vous faire écouter plus d'épisodes de Tech Café. Qu'est-ce qu'on est bon quand même. On doit vous rappeler malgré tout, si vous écoutez cet épisode en premier, que c'est pas forcément un épisode emblématique de ce qu'on fait habituellement dans Tech Café. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine, Tech Café vous donne une vue complète de ce qui s'est passé dans l'actu tech, mais de manière récente. Donc en gros, vous avez une photographie de tout ce qui se passe dans l'actu tech sur la semaine passée. Évidemment, on met ça en perspective des grandes évolutions et des grandes conséquences sur la société, mais les épisodes suppléments qui sont diffusés en général les veilles de week-end et quelques jours auparavant pour les personnes qui nous soutiennent sont des épisodes plus intemporels. Et comme je parle des personnes qui nous soutiennent, je vous dois aussi plus d'informations à ce sujet avant que Guillaume puisse nous faire ses explications. C'est que Tech Café est un podcast qui est disponible gratuitement, mais si vous allez sur patreon.com/techcafé, vous allez voir une page qui vous explique pourquoi et comment vous pourriez soutenir Tech Café financièrement. Ça vous prendrait quelques euros par mois et vous profiteriez en échange du podcast avec les épisodes sans la pub et surtout l'immense gratification de soutenir un contenu qui vous est apporté avec soin et avec dynamisme pour passer un bon moment et rester informé. On compte également sur vous pour faire savoir à quel point vous appréciez Tech Café dans Apple Podcast ou dans Podcast Addict, deux applications, je pense, de référence sur les podcasts où vous pouvez déposer des avis et des petites étoiles pour dire tout le bien que vous pensez de Tech Café. Et enfin, je ne peux que vous enjoindre en complément à nous rejoindre sur le serveur Discord de Tech Café. L'adresse est simple, techcafé.fr/Discord. Vous saisissez cette URL dans votre navigateur et ça va vous emmener automatiquement sur le serveur Discord où vous pourrez discuter entre vous et avec nous de sujets tech, mais aussi d'autres sujets du quotidien. Ce sera évidemment avec un grand plaisir qu'on vous y retrouvera. Guillaume, il est grand temps que tu puisses tout nous dire. Juste avant qu'on enregistre l'épisode, tu m'as dit on va se dire les choses. Je t'écoute, Guillaume. Oui, on va se dire les choses, parce que j'aimerais dans cet épisode rentrer un peu plus dans les détails quand même, de comment fonctionnent ces trucs dont on parle absolument tout le temps en ce moment. Donc les intelligences artificielles, alors on est déjà revenu sur un petit historique avec un format assez libre, et ici, on va parler uniquement de réseaux de neurones. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est très vaste, dont l'apprentissage machine fait partie, et le deep learning, c'est un sous-domaine de l'apprentissage machine. Et on peut faire de l'apprentissage machine sans neurones. On peut en faire même avec des outils assez classiques d'algèbre linéaire ou d'autres théories, mais le but, c'est d'expliquer comment fonctionnent les algorithmes qu'on a autour de nous en ce moment. Et donc, dans bien des cas, ce sont des réseaux de neurones. Le but final, c'est aussi d'essayer de comprendre un petit peu mieux les modèles de langage, parce que ce sont les stars du moment. Mais bon, chaque chose en son temps, on va y aller petit à petit, en partant du début, et même on va partir de presque rien, et on va essayer peu à peu de se concentrer sur différents types de réseaux de neurones classiques, adaptés à différentes tâches, des modèles qui sont par ailleurs omniprésents dans notre vie quotidienne. Alors, pour commencer, cela dit, on va complètement oublier les neurones. Voilà. Vous oubliez tout. Ça va être difficile, parce qu'ils sont dans notre cerveau quand même. Vous oubliez les neurones artificiels, vous oubliez le deep learning et tout ça, vous allez imaginer que vous êtes un ingé son. Voilà. Donc vous êtes un ingénieur du son. Et vous allez devoir faire le mixage du dernier album d'un groupe qui est super connu, c'est les Chimpanzees. Et le producteur vient vous voir comme ça, il vous donne plein de consignes, en particulier cette fois, ils ont une nouvelle chanteuse, et il veut absolument qu'on la mette en valeur. Bon, vous dites ok, voilà, et vous vous mettez devant votre table de mixage pour faire le boulot. Alors, les Chimpanzees, c'est juste un groupe très simple, genre guitare héros, quoi, tu vois, avec une guitare, une basse, une batterie et la chanteuse, voilà. Donc vous avez 4 pistes. Donc vous avez une table de mixage, vous avez 4 pistes en entrée, et donc cette table de mixage, elle est aussi très simple. Vous avez 4 potentiomètres pour régler le volume de chaque entrée.
Bon, puis vous en avez un autre aussi à côté pour régler le pitch de la sortie, rendre l'ensemble un petit peu plus grave, un petit peu plus aigu, disons, voilà. Et en sortie, vous avez le résultat de tout ça, de ce mixage. Donc vous avez le mixage sur les réglages que vous avez fait des potentiomètres, hein, le tout un petit peu lissé, et puis voilà, normalisé pour pas que le volume explose complètement, et puis voilà, c'est tout. T'es en train de décrire quand même les montages de Tech Café, en fait. Quand on est tous les deux avec notre voix, la voix de Pierre-Olivier et la musique, quelque part, on a nos 4 pistes et on ajuste tout ça comme ça. C'est exactement ça. Et voilà, au début, quand tu prends ta table de mixage, c'est n'importe quoi, je sais pas s'il y a un chat qui est passé dessus, mais les potards sont réglés n'importe comment. Un enfant. Ou un enfant. Et bon, quand vous appuyez sur play là, pour écouter votre résultat, c'est horrible. On n'entend que la batterie, le tout est un petit peu trop grave, on n'entend pas la chanteuse du tout. Bon, qu'est-ce que vous allez faire ? Le résultat attendu, c'est qu'on entend distinctement tous les instruments quand même, hein, et surtout la chanteuse, et que le tout sonne bien, quoi. Donc on va régler les potards, comme ça, on va les régler petit à petit. Alors, vous n'allez pas les régler trop d'un coup, parce que sinon, on risque de rater le bon réglage si vous faites de trop gros mouvements. Mais vous n'allez pas non plus les bouger trop peu non plus, parce que sinon on va y passer 3 mois. Alors, si vous bougez de demi-millimètre à chaque fois, ça peut être long. Donc là, comme on entend beaucoup la batterie, on va avoir tendance à baisser significativement le volume de la piste. Comme l'ensemble est un peu grave, on va avoir tendance à monter un peu le pitch. Mais beaucoup moins, parce que c'était déjà pas trop mal, c'était juste un petit peu trop grave. Ensuite, on fera pareil pour le reste. On va monter les volumes pour la guitare, pour la chanteuse, etc. Et ça, d'autant plus qu'ils sont vraiment faibles. Donc intuitivement, on se dit que si un réglage contribue plus à ce qu'un résultat soit mauvais, on va avoir tendance à le changer plus. Et bien sûr, on va monter ou baisser selon le sens dans lequel on veut corriger le truc. Une fois qu'on aura fait un premier ajustement, on va réécouter le résultat. Bon, là, c'est mieux, mais bon, allez, disons, la basse est trop faible, et la batterie un peu aussi, donc on va régler plus finement, et ainsi de suite. Donc là, pour les besoins de l'exercice, évidemment, je schématise, on n'écoute pas en temps réel les pistes, voilà, on écoute, on met sur pause, on règle, on réécoute nos résultats, ce que je fais, hein. On règle si besoin, si besoin, jusqu'à ce qu'on ait un résultat qui corresponde aux attentes du producteur. Intuitivement, on va bien finir par réussir. À moins de trop bouger les potards entre deux, on va finir bien par converger sur un résultat qui sera admissible. Notez bien qu'il existe peut-être d'autres réglages, des réglages un peu différents, qui pourraient convenir aussi, mais selon notre critère, qui est avoir un son équilibré et qui met en valeur la chanteuse, on a trouvé une solution, c'est bon, on a fait le boulot, le prod est content, tout va bien. Bon, avec tout ça, avec cette image, vous avez absolument toutes les notions. Parce que la table de mixage, c'est un neurone artificiel, les réglages des volumes sur les potards, c'est les poids du neurone, le réglage en plus du pitch, ce qui affecte un peu le tout, c'est le biais du neurone. On fait un réglage petit à petit, en corrigeant progressivement les erreurs qu'on faisait, et c'est comme ça qu'on entraîne un neurone, et plus généralement un réseau de neurones. Parce qu'en fait, un neurone artificiel, c'est juste une petite unité de calcul simple, qui fait une somme pondérée de ses entrées et qui rajoute un biais. Et on applique ensuite une fonction à cette somme, qu'on appelle la fonction d'activation, et finalement c'est cette normalisation qu'on avait à la sortie de la table de mixage qui évitait par exemple que ça explose. Donc, des fonctions d'activation, en fait, il y en a plein, puis elles changent selon les besoins. Ce qu'on veut, c'est régler ces poids et ces biais de la somme pondérée pour avoir une sortie qui convienne. Qui convienne à quoi ? Qui convienne à notre objectif. Donc pour chaque entrée, on doit être capable de dire à quel point la sortie nous convient ou pas. Tu vois ? Pour chaque problème. Au début, en général, les poids sont aléatoires, donc on ne sait pas comment les régler, et donc on essaye. En général, ça donne un truc foireux, et en fonction de l'erreur qu'on fait, on modifie petit à petit les réglages, selon un rythme d'apprentissage modéré pour pas rater les bons réglages. Et on va aussi modifier les poids dans la direction qui permet de réduire l'erreur, c'est-à-dire les augmenter ou les réduire, d'autant plus qu'ils contribuent à l'erreur finale. Donc pour synthétiser, on va modifier un poids en fonction du taux de variation de l'erreur par rapport à ce poids-ci. Et on fait ça autant de fois qu'on veut, autant de fois qu'on peut, hein, et quand on a fini donc une phase d'entraînement, sur les exemples, on appelle ça une époque. Et si tout va bien, l'erreur qu'on fait à chaque fois va baisser, et à un moment, elle sera suffisamment faible, et on sera content. On aura un neurone qui est bien réglé, et qu'on va pouvoir utiliser. Et essentiellement, c'est comme ça que fonctionnait le perceptron en 1957, que j'ai évoqué déjà dans l'épisode historique. Le perceptron, on en a un petit peu parlé, c'est un neurone artificiel qui était entraîné à reconnaître des formes. Donc il y avait 400 entrées, chacune était reliée à un capteur de lumière, et on passait une forme lumineuse devant à reconnaître. Par exemple, un gros G, comme Guillaume, évidemment, et ça envoyait 400 entrées dans un neurone qui produisait en sortie un signal électrique. Au début, les poids étaient complètement aléatoires du perceptron.
Donc il dit n'importe quoi. Et on doit lui présenter plein d'exemples de trucs qui sont des G, et plein d'exemples de trucs qui ne sont pas des G, et à chaque fois il va se planter, et on modifie un peu les poids pour qu'il se plante de moins en moins, et au bout d'un moment il va répondre 1 par exemple, enfin un signal électrique à un certain niveau, si je lui présente un G, puis un signal électrique nul, si je lui présente n'importe quoi d'autre. Alors je sais que c'est pas très spectaculaire, mais dans les années 50 et 60, ça a quand même fait son petit effet qu'une machine puisse reconnaître visuellement une forme quand même. Hein. Donc je sais que vous êtes blasés, tout ce autant que vous êtes, mais à l'époque ça a été spectaculaire. Alors le problème, c'est que le perceptron est très très limité. En fait, il ne sait que différencier deux classes. C'est la classe des G et la classe des pas G. Mais il pourra jamais dire si c'est un G, un U, un I, etc. Parce qu'en fait, c'est trop simple comme système. Il reconnaît un truc et le pas truc, quoi. Le truc et le pas truc. C'est trop simple, mais on peut aller plus loin. Et en fait, on peut aller plus loin en alignant plein de tables de mixage qu'on relie les unes aux autres. Donc quand on parle de réseau de neurones, ça sous-entend qu'il y en a plusieurs, et même qu'il y en a plein. La grande question, finalement, sur le réseau de neurones, c'est, puisque chaque neurone a des entrées et des sorties, comment on les relie entre eux? Quelle est la topologie du réseau? Quelle est la forme de ce réseau? Une forme de réseau assez simple, qui est néanmoins extrêmement utile, c'est celle où on a des couches de neurones indépendantes dont les sorties sont envoyées sur les entrées de la couche suivante, jusqu'à un moment où on lit les sorties. Voilà, tout simplement. Donc la dernière couche, en fait, elle donne le résultat final. Donc pour fixer les idées, on va revenir à notre image de table de mixage, et imaginons que j'ai plusieurs appareils comme avant, et que je les connecte entre eux. Donc on va oublier un peu les fonctions d'activation à la sortie, là, on va oublier les fonctions d'activation au moment. Donc je prends deux tables, je les connecte aux mêmes sources des 4 instruments. Donc elles mixent chacune de leur côté les 4 instruments. Ça me donne 2 mixages que je pourrais ensuite remixer avec une troisième table qui prend en entrée les sorties des 2 premières. Et si je fais ça, j'obtiens quoi? Rien de bien nouveau en fait. Rien de très intéressant. Parce que finalement, je vais toujours avoir un mixage avec des volumes différents pour chaque instrument, et puis c'est tout. Ce que je décris avec ces tables de mixage qui font simplement des sommes pondérées, ce sont des unités linéaires. Ça fait des opérations simples. Si je combine des fonctions linéaires, ça fait une fonction linéaire. Donc en fait, il n'y a rien de plus excitant qu'auparavant. Et donc c'est là qu'entre en jeu le petit plus, le petit grain de folie qui va tout changer, c'est la fonction d'activation. Parce que je suis passé assez vite dessus dans la première partie, parce que je voulais mettre en évidence le principe général, mais en fait, la fonction d'activation, elle est cruciale dans les capacités des réseaux de neurones, parce que c'est elle qui introduit une non-linéarité, c'est elle qui va casser la simplicité du processus, qui fait finalement sinon juste des sommes pondérées. Donc, à la sortie de chaque table de mixage, en plus de mixer les trucs, on va rajouter une fonction un peu plus sophistiquée. Donc pour illustrer, là, encore une fois avec du son, on va imaginer qu'on a une fonction qui modifie le spectre du son. Un égaliseur, si vous préférez. Par exemple, on peut imaginer qu'on ait des tables avec un filtre passe-bas et des filtres passe-haut, pour faire simple. Donc je rappelle, les filtres passe-bas, par exemple, c'est des filtres qui coupent les aigus, et les filtres passe-haut, c'est des trucs qui coupent les basses du son. Vous connaissez probablement. Et donc admettons maintenant que j'ai 2 tables de mixage. L'un avec en sortie un filtre qui coupe les basses, et l'un avec une sortie qui coupe les aigus. Elles se parlent pas, elles sont complètement indépendantes. Donc on les relie toutes les deux aux entrées qu'on a l'habitude, donc les 4 instruments, donc elles ont chacune les 4 instruments en entrée, et en sortie j'aurai toujours ma somme pondérée, mais d'un côté j'aurai les aigus mixés, de l'autre j'aurai les graves mixés. Et ces 2 sorties, je peux les connecter aux entrées d'une troisième table, que je mets derrière les 2 premières, et cette fois, fonction d'activation, ce sera une fonction toute simple comme j'ai avant, qui coupe rien, mais qui évite juste de saturer. Donc, cette troisième table, dans la deuxième couche de mixage, elle permet de mélanger et de doser les graves et les aigus des instruments. Et donc, au total, avec tout ce bordel, je peux faire une égalisation de chaque instrument que je pourrais pas faire sinon, parce que je fais une égalisation. Je peux changer les graves et les aigus, je pouvais pas le faire avant, tu vois. Donc avec ces 3 appareils, j'ai un truc qui est plus puissant, qui a plus de possibilités qu'une seule table, et je peux manipuler le son de manière plus complexe. En termes de réseau, on dit que j'ai 2 couches. Donc une de 2 neurones, la première couche, et une de un seul neurone qui donne la sortie globale du réseau. Donc vous pouvez sans problème imaginer que je puisse en avoir autant que je veux des neurones sur chaque couche, et même autant de couches que je veux. Et je peux aussi choisir la fonction d'activation qui me plaît sur chaque couche. Donc schématiquement, ce genre de réseau est présenté sous la forme de colonnes de cercles, qui sont reliés entre eux. Donc les cercles sont reliés de gauche à droite, les cercles sont les neurones, et les connexions sont les synapses, et ce sont les synapses qui portent les poids. Donc les entrées en général, il y en a autant que vous voulez. Elles sont envoyées à tous les neurones de la première couche, donc chacun a toutes les valeurs en entrée et donne une sortie. Et donc on aura autant de sorties que de neurones sur la première couche. Toutes les sorties de la première couche sont aussi les entrées de la deuxième, et pareil, elles seront toutes envoyées comme entrée à chacun des neurones de cette deuxième couche, et ainsi de suite.
Donc, la sortie de la dernière couche, c'est la sortie proprement dit du réseau, c'est la réponse qu'il donne. Donc voilà, vous avez donc les entrées qui se propagent comme ça, de gauche à droite, à travers le réseau. Alors, les réseaux feed-forward, comme ça, c'est des réseaux qui sont très souvent représentés. Voilà, vous avez probablement vu des schémas de feed-forward très très souvent. Donc c'est les réseaux feed-forward, donc en fait on les appelle les réseaux de propagation en avant, parce qu'on les représente les couches sous forme de colonnes et qu'on va de gauche à droite comme ça, donc naturellement on va vers l'avant. Donc on met des valeurs qui passent de neurone en neurone, comme ça, de couche en couche jusqu'à la sortie. Donc on dit qu'on fait une passe en avant, donc l'entrée c'est une liste de nombres, donc c'est un vecteur, comme disent les pros, hein. Et à la sortie, c'est une liste de nombres aussi, qui en général n'est pas de la même taille d'ailleurs, hein, qui peut même être réduite à un seul nombre, si on veut juste une probabilité de oui ou de non sur une question précise, ou bien ça peut être un truc beaucoup plus long si on veut beaucoup plus d'infos. Donc ça, en fait, on prend un vecteur et ça nous donne un autre vecteur. Alors, là, on peut faire un mini point maths, parce qu'on parle tout le temps de vecteurs en deep learning. Et tout de suite, je sais que quand on dit vecteur, ça fait très mathématique, d'autant plus que c'est des vecteurs avec énormément de dimensions, des centaines ou des milliers de dimensions. Hein. C'est vrai que l'image qu'on a tous du vecteur, c'est la flèche avec les coordonnées, la direction, Exactement. etc. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais revenir dessus, parce qu'en réalité, ça paraît super abstrait de dire « Ah, c'est des vecteurs à 2000 dimensions, voilà, c'est quoi ce truc ?» Mais en fait, c'est pas du tout abstrait. C'est pas aussi abstrait qu'on peut l'imaginer, parce que je sais bien qu'on commence à voir les vecteurs au collège comme des objets géométriques. Donc ensuite, on les représente avec des couples de nombres, un petit peu après. Ensuite, on passe à l'espace en 3D, donc on a 3 coordonnées. Bon, si on reste dans ce contexte géométrique, les vecteurs en 4 dimensions, 5 dimensions ou 250 dimensions, oui, ça peut intimider. Évidemment, c'est pas difficile à se représenter. On a du mal à se le représenter, puisque au-delà de 3 dimensions, c'est un peu compliqué. Et oui, mais en réalité, un vecteur, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un objet qui encode une certaine quantité d'informations. Si vous pensez à un pixel dans un fichier PNG, bon, on est entre geeks. On est entre geeks. Je veux dire, vous connaissez le fichier PNG, vous savez bien que chaque pixel est codé sur 4 composantes. Rouge, verte, bleue et une composante qu'on appelle alpha pour la transparence. Chacun est un vecteur en 4 dimensions. Et puis c'est tout. Si vous pensez à votre dernière prise de son, elle contient combien votre dernière prise de son ? 12, 15 valeurs ? Vous mettez tout ça dans un vecteur à 15 composantes. Vous pouvez dire que c'est un vecteur à 15 dimensions, mais vous n'avez absolument pas besoin de vous le représenter géométriquement ou visuellement. Ces 15 dimensions, ce sont juste 15 nombres, 15 analyses. Un catalogue de coordonnées, c'est un vecteur, finalement. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se tordre le cerveau et d'essayer d'imaginer un espace, un espace visuellement. En fait, un vecteur, c'est une liste de nombres qu'on regroupe parce qu'ils sont homogènes d'un certain point de vue que ça nous arrange. Okay. Si on prend 2 vecteurs de prise de sang, on peut calculer à quel point ces vecteurs sont proches, donc à quel point les analyses diffèrent d'une fois sur l'autre. Comme on le fera d'ailleurs avec des vecteurs géométriques, même si on n'est pas obligé de s'imaginer ça plongé dans des espaces géométriques. Mathématiquement, un vecteur, c'est plus qu'une liste de nombres, et ça nous donne d'ailleurs énormément d'outils pour les manipuler. Mais en réalité, en informatique, on passe notre temps à coder des trucs sous forme de nombres. Pour un processeur, tout est nombre. Un texte, c'est des nombres. Une image, c'est des nombres. Le modèle 3D de la silhouette incroyable de Bayonetta, c'est des nombres. Tout est nombre. Donc, ça ne devrait pas nous emmerder. En tant qu'informaticien, je veux dire, en tant qu'amateur d'informatique, on code absolument tout sous forme de liste de nombres. Et c'est tout. En fait, on code tout sous forme de vecteurs. Donc, c'est une liste de nombres de longueur fixe, et c'est juste un encodage, finalement. Et c'est tout. Et donc, puisqu'on en est à parler un petit peu de maths, allons un poil plus loin. Parce que d'un point de vue un peu plus fondamental, vraiment, qu'est-ce que fait un réseau feed-forward ? Donc le réseau comme ça qu'on dit, que je vous ai... avec des couches de neurones comme ça, qui vont de gauche à droite. Bon, qu'est-ce que c'est ? Il prend un vecteur, il mouline, et il sort un autre vecteur. C'est ça qui fait un réseau feed-forward. Hein. Il prend un vecteur à gauche, il sort un vecteur à droite. Bon. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction. Alors beaucoup se souviennent sans doute quand même de ce qu'est une fonction. J'espère que c'est pas un souvenir traumatique, hein, j'espère. Au lycée, une fonction, c'est juste un truc. C'est juste un truc, au lycée, qui prend un nombre, qui fait un calcul et qui recrache un autre nombre en sortie. C'est un programme, en fait. Ça peut être un programme, ça peut être... En tout cas, c'est un truc qui prend un nombre et qui trache un nombre. Là, ce qu'on fait, c'est la même chose. Sauf qu'ici, on prend plusieurs nombres d'entrée et qu'on recrache plusieurs nombres en sortie. Bon, on prend un vecteur, crache un vecteur, c'est pareil. Mais du coup, la question se pose. Quelle est la tronche des fonctions que représente un réseau feed-forward ? Parce que vous savez que des fonctions, on a toute une zoologie. Voilà, les mathématiciens, ils adorent faire des classes de fonctions, il y en a pour tous les goûts des fonctions. Ça peut être des fonctions linéaires, ça peut être des polynômes, ça peut être des machines trigonométriques, ça peut être des fonctions lisses toutes douces, ou alors ça peut être des trucs avec des coins, ou des trucs super bizarres avec des fractales. Bon,
Donc, on se doute que les réseaux de neurones, pour qu'ils soient vraiment utiles, il faut qu'ils puissent représenter des fonctions très compliquées. Parce que la vie, c'est très compliqué, malheureusement, mais la vie, c'est très compliqué. Donc, le perceptron, il était trop simple et ça lui a été fatal, Pusher. Bon, bonne nouvelle, les réseaux de neurones feed-forward sont capables de représenter essentiellement toutes les fonctions. Il y a plusieurs théorèmes dits d'approximation universelle qui, selon que vous autorisez une largeur arbitraire de couche ou une profondeur arbitraire, disent que vous pouvez approximer toutes les fonctions. Ils disent que, par exemple, avec une profondeur arbitraire, vous pouvez approximer toutes les fonctions que vous pouvez imaginer avec un réseau de neurones. Et aussi bien que vous le voulez, moyennant de plus en plus de couches. Alors, techniquement, on parle des fonctions LP, mais en pratique, pour avoir des fonctions qui ne sont pas LP, il faut vraiment pas avoir de bol, ou alors il faut les construire exprès, quoi. Donc, ça veut dire en clair que les réseaux de neurones peuvent approximer n'importe quelle fonction, y compris des fonctions littéralement affreuses. Prenons un exemple affreusement complexe. Pas trop, mais quand même un peu. Voilà, on va prendre un exemple pas qui va parler à tout le monde. Vous êtes un agent immobilier, et votre but dans la vie, c'est de détrôner Stéphane Plaza. Comment faire ? Avec du machine learning, bien sûr. Donc, détrôner Stéphane Plaza avec du machine learning, c'est possible. Imaginons que vous vouliez estimer la valeur d'un appartement donné. Bon, intuitivement, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Déjà, il y a la surface, évidemment, puis il y a l'étage où il est, plus il va être à étage élevé, plus il va être cher, la classe énergétique, il y a l'année de construction, le nombre de gens dans l'immeuble, il y a s'il y a une vue ou pas, il y a la distance à un arrêt de métro, la distance à un arrêt de bus, la distance à une école, la distance à un centre commercial, le taux de criminalité dans la zone, etc. Bon, rien que là, j'ai cité une douzaine de critères qu'on peut très bien mettre sous forme numérique, et qui formeraient donc un vecteur à 12 dimensions. Pourquoi pas ? Ça pose aucun souci. Et donc, il existe une fonction qui, quand tu lui donnes un vecteur correspondant à un appartement, sort un nombre donnant une valeur estimée du prix du bien. Et c'est une fonction qui est déjà très compliquée. C'est pas juste une addition de toutes les valeurs, parce que toutes n'ont pas le même poids, forcément. Mais oui, surtout, on sait que le prix va augmenter avec la surface, mais c'est pas proportionnel. Un 100 mètres carrés coûte pas exactement 2 fois plus cher qu'un 50 mètres carrés ou 4 fois plus qu'un 25 mètres carrés. Ensuite, on sait aussi que le taux de criminalité, ça va faire baisser le prix. Mais comment ? Dans quelle proportion ? Ça va baisser régulièrement, puis à un moment, ça va probablement saturer. S'il y a trop de criminalité, après, de toute façon, voilà, c'est trop de criminalité. Comment tu vois, après, pour l'étage, c'est pareil. Bon, c'est une fonction qui est très compliquée, c'est très galère. Si on essayait d'écrire une formule pour cette fonction, ce serait très lourdingue. Alors, comment on va faire ? On va créer un gros tableau dans lequel il va y avoir, sur chaque ligne, ou chaque colonne, comme vous voulez, 12 critères, les 12 critères que j'ai cités, et le prix pour des appartements qui existent déjà. Des exemples, simplement. Vous allez en aligner des exemples à des centaines, des milliers, si vous pouvez, et puis ensuite, vous allez donner tout ça à manger à un réseau de neurones. Donc on va l'entraîner en lui montrant plein d'exemples, tout simplement. Donc on lui rentre un vecteur, il nous dit un prix foireux, et on lui dit « Non, Toto, pas du tout, c'est ça la vraie valeur. Regarde ». Et on change un peu les poids, comme ça, tic, 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 mais doucement. Et après, on recommence. Et on fait ça jusqu'à ce que l'erreur soit suffisamment faible, selon nos critères. Bien entendu, quand on est content, on s'arrête. Alors comment savoir On ne cherche même pas à déterminer chacun des éléments avec un calcul précis. En fait, ce serait beaucoup plus chiant. Et donc là, on le fait juste par l'exemple, enfin par le résultat, et on détermine si le résultat est bon ou pas bon. Et c'est lui qui ajuste tout seul, quoi. Il ajuste tout seul. Enfin, en tout cas, on va lui appliquer un algorithme à la tête pour l'ajuster. Alors, donc, on l'entraîne avec plein d'exemples, et après, comment on sait s'il va dire des bêtises ou pas ? Parce que certes, l'erreur qu'il va faire sur les exemples qu'on veut lui donner, elle va baisser, elle va finir par être faible. Mais comment savoir s'il triche pas, le bougre ? S'il n'a pas enregistré des valeurs pour faire bien, par exemple. Et c'est pour ça qu'en règle générale, on se réserve une proportion des exemples dont on dispose pour tester le réseau après son entraînement. Donc on prend, disons, 20% des données qu'on lui montre pas, au réseau. Pendant l'entraînement, on lui montre 80% de données, et il y a 20% de données qu'on garde secrètes pour nous, comme ça. Et une fois que c'est fini, on lui montre ces exemples de tests supplémentaires. On lui montre les 20% qu'il n'a pas vus. Et là, on voit, soit l'erreur sur ces exemples, elle reste faible, et c'est gagné, soit l'erreur, elle remonte, et puis ça sert à rien, le réseau sert à que dalle, parce que en fait, il n'a pas bien appris, quoi. Soit la donnée, elle n'est pas suffisamment homogène, et les 20% ne sont pas en concordance avec les 80%, mais ça arrive rarement, j'imagine. Ça, c'est le boulot du data scientist, de faire en sorte d'avoir des données randomisées, etc. Et alors, évidemment, il y a beaucoup de bonnes pratiques sur la gestion des données, c'est-à-dire, est-ce que les exemples sont homogènes, est-ce que c'est bien randomisé, etc. Oui, bon, après,
Pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment l'idée générale. Alors, vous remarquerez que j'ai rien dit du nombre de neurones, de couches, de la fonction d'activation, du nombre de fois où il faut passer les exemples pour que ça marche. On ne peut pas dire 12, il y avait 12 critères, ça peut pas être 12. Alors certainement pas, ça va être beaucoup plus que ça, mais en fait j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée parce que très souvent on ne sait pas précisément à l'avance comment ces paramètres-là doivent être réglés dans l'idéal. Alors on essaye, ça fait partie de l'artisanat, du machine learning en fait. Donc, il y a des paramètres variables qui sont relatifs au réseau lui-même, à la structure du réseau, et à son entraînement, et ces paramètres, pour ne pas les confondre avec les poids, qu'on appelle aussi souvent des paramètres, on appelle ça des hyperparamètres. Et les hyperparamètres, ce sont les paramètres qui peuvent changer, qui concernent le réseau dans sa globalité, alors que souvent on dit que les paramètres, c'est les poids en fait des neurones. Et aussi les biais, bien sûr. Mais bon, quand même, voilà, rendez-vous compte, conclusion, c'est quand même génial. Sans avoir la moindre idée de ce à quoi ressemble une fonction qui estime le prix d'un appart, on peut quand même en avoir une approximation pas dégueulasse avec un réseau de neurones. Il a appris tout seul comment ces facteurs influaient sur le prix final. Et il en a fait un modèle. Donc on a modélisé une situation complexe en faisant de l'apprentissage machine. On n'a rien codé qui ait un rapport avec de l'immobilier. On a codé un algorithme généraliste, donc voilà, le réseau de neurones et le truc pour l'entraîner. Et ce truc-là a appris à simuler, à modéliser des situations générales en fonction d'un ensemble de données. Et des exemples comme ça, on peut imaginer évidemment une infinité. Par exemple, en médecine, tu lui donnes plein de valeurs pour, je sais pas, tes analyses, ton âge, ton poids, ton sexe, etc. Il te sort par exemple une probabilité d'avoir telle ou telle maladie. Autre exemple simple, plus fort, tu peux faire de la reconnaissance d'image aussi comme ça. Un des exemples les plus utilisés dans les textes, dans les cours, parce que c'est un exemple historique, c'est la reconnaissance de chiffres manuscrits. Et alors, ça se passe comme ça, c'est intéressant d'ailleurs. Tu as des milliers de petites photos en noir et blanc, de chiffres écrits à la main, et sur c'est vraiment des petites photos, c'est 28 par 28 pixels. C'est en noir et blanc, donc c'est des niveaux de gris, et le but c'est de reconnaître quel chiffre c'est. On fait un réseau dans lequel, en entrée, on met toutes les valeurs en niveau de gris, donc des 28 par 28 pixels, et donc on a 784 pixels. Et donc, en sortie, on a 10 valeurs qui donnent chacune une probabilité que ça soit l'un ou l'autre des 10 chiffres possibles. Donc on a un vecteur de 784 valeurs en entrée, donc tu vois, 784 dimensions, c'est juste les valeurs niveau de gris, tu parcours l'image 28 par 28, voilà, linéairement, et puis t'as tes 784 valeurs, ça te fait un vecteur de 784 en entrée, puis c'est tout, tu vois, il n'y a pas vraiment à se poser trop de questions, quoi. Et on a une couche, donc on a cette couche en entrée, ensuite on a une couche cachée, elle est dite cachée parce que elle est au milieu, et après on a une couche de 10 neurones en sortie. Et voilà. On entraîne ce réseau sur des milliers d'exemples et on obtient assez facilement de très bons résultats. C'est un travail qu'on peut aujourd'hui faire sur un Chromebook en quelques minutes. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de neurones en fait. Et donc ça marche vraiment très bien dans le cadre pédagogique, quoi. Ce qui me manque dans ton exemple à ce stade, mais tu vas peut-être y revenir, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu lui dis ce résultat n'est pas bon, corrige. Eh bien on y arrive bien sûr. On y arrive. Parce que non, mais t'as complètement raison. Depuis le début, je dis, on entraîne ceci, on entraîne cela, comme ça, tranquille, comme si ça allait de soi. En fait, comment on entraîne un réseau de neurones concrètement ? Donc, on a vu comment on entraînait un seul neurone. Et l'idée générale, c'est exactement la même. On fait une erreur, et on regarde à qui c'est la faute. Donc, certains poids vont être plus coupables que d'autres, et donc ils vont prendre plus que les autres. Il faut juste savoir comment l'erreur varie en fonction de chacun des fautifs. Comme avant, en fait. On considère le rythme de variation de l'erreur par rapport à chacun des poids. Évidemment, il y a un souci. C'est que l'erreur d'une sortie ne dépend plus seulement des poids du neurone qu'on regarde, mais aussi de toutes ses entrées qui dépendent de toutes les sorties de la couche d'avant. Donc l'erreur dépend aussi de tous les poids de la couche d'avant, et encore d'avant. Et si encore je reprends ton exemple de l'immobilier, c'est une erreur, tu ne sais pas si c'est une erreur d'interprétation sur le DPE, sur la surface, sur la criminalité, sur... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. L'erreur, on ne regarde l'erreur que par rapport au poids du réseau, pas des entrées. C'est fondamental à comprendre. Ok. C'est fondamental à comprendre. Ça, par contre, l'erreur, elle dépend des... En fait, on va fixer l'entrée et la sortie. Ok. Quand on fixe l'entrée et la sortie, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va bouger les poids. Puisque les poids, en fait, au début, ils sont aléatoires. Et donc, on va les modifier, ces poids. Donc, en fait, ces poids, ce sont les variables. Les variables, ce sont les poids. Ce sont ni les entrées ni les sorties. Les entrées et les sorties, on les utilise uniquement pour calculer l'erreur. Une fois qu'on a calculé l'erreur, ce sont les poids qui varient. Donc, en fait, l'erreur, elle dépend des poids, et ces poids n'ont pas nécessairement de sens.
dans le cadre de notre problème. En tout cas, pas un sens qui soit intelligible. On ne peut pas, dans un réseau de neurones, en général, on ne peut pas dire ce poids, il est lié à la criminalité. Ce n'est pas possible. Et c'est là d'ailleurs qu'intervient cet aspect boîte noire qu'on reproche souvent aux réseaux de neurones d'une manière plus ou moins légitime, c'est que effectivement on ne peut pas associer à tel poids tel truc. Ça montre à quel point c'est compliqué de le déterminer parce qu'on dit il faudrait plus de transparence. En tout cas sur cette partie-là du calcul, c'est compliqué de donner plus de transparence du coup. Non. Du coup, voilà. Pour le coup, là, dans notre exemple sur l'immobilier, il n'y aura pas de transparence. C'est-à-dire que le truc va te calculer, voilà, mais a priori, à moins de faire des analyses très fines et très poussées, c'est parfois possible, hein, mais bon, là, a priori, on peut pas dire tel poids et c'est en fonction de la surface. Non, certainement pas. Ça, on peut pas vraiment, pour l'instant, voilà, on n'est absolument pas là. Là, tout ce qu'on va faire, c'est effectivement, on va changer les poids en fonction de l'erreur qu'on fait. Donc, à chaque fois, chaque exemple, on fait une erreur, on va changer les poids en fonction de l'erreur qu'on fait. Donc, en fait, dans l'idéal, il faudrait pour faire ça connaître pour chaque poids de chaque neurone comment varie l'erreur en fonction de lui. Oui. Mais si on prend un neurone en plein milieu du réseau, c'est la galère. Donc ce qu'on fait pour être efficace, c'est qu'on commence par la fin et qu'on remonte petit à petit, tel de fiers saumons, le cours du réseau. J'allais te donner l'image. Donc on va donner à manger à notre réseau un vecteur de valeur en entrée et il va nous donner en sortie une réponse et on va estimer l'erreur qu'il fait quand il répond ça. C'est-à-dire à quel point la réponse est fausse, à quel point on est loin du bon résultat. À partir de là, l'entrée est fixée et la sortie aussi. D'accord ? On veut savoir comment l'erreur varie en fonction des poids. Donc ce sont encore une fois les poids, les variables de cette grosse fonction d'erreur. En fait, l'erreur, elle est fonction des poids. Donc c'est comme une fonction qui aurait autant de variables que de poids dans le réseau. Donc potentiellement des milliards de variables. D'accord ? Et ce sont les poids qu'on va modifier. Le calcul de l'erreur se passe donc... au début, il se passe à la sortie de la dernière couche. On va se passer à la fin du réseau. À cet endroit, c'est pas très dur de calculer comment l'erreur elle varie sur chacun des poids, parce qu'en fait, il contribue directement à la sortie des neurones. Donc, c'est notre sortie tout court. Donc, on peut calculer les contributions de ces poids directement. C'est pas très difficile. Ensuite, on passe à l'avant-dernière couche. On va faire pareil, en fait. On va essayer de calculer les contributions à l'erreur de chaque neurone. Pour chacun, il se trouve qu'elles vont dépendre de leur sortie et des contributions de la dernière couche. Mais les contributions de la dernière couche, on les a déjà calculées. C'est ça qui est cool, en fait. C'est que si on fait encore pareil et qu'on passe à la couche d'avant, et qu'on calcule les contributions à l'erreur pour chaque poids en utilisant de la même manière, on se rend compte qu'en fait, c'est les sorties fois l'erreur qu'on a calculée pour la couche d'avant, qui elle-même varie par rapport à la couche d'avant, et ainsi de suite. Tu vois. Donc en fait, on a une formule de calcul récurrente, comme ça. Et donc ces contributions permettent à chaque fois d'estimer la variation de cette fonction d'erreur et de déterminer de combien on devra modifier chaque poids. Et donc on va faire ça couche par couche de la fin jusqu'au début. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la rétro-propagation, parce qu'on va de l'arrière vers l'avant, on parcourt le réseau à l'envers. Donc on peut noter qu'on doit faire des calculs avec les sorties de chaque neurone de chaque couche, et qu'on doit aussi, pour chaque poids à modifier, faire des sommes de tous les poids de la couche suivante. Alors évidemment, pas pouvoir ni parler de formule, ni vraiment entrer plus dans les détails, mais voilà, tout ça pour dire que pour faire une backpropagation, ça nécessite plus de mémoire et de calcul que pour faire une simple passe en avant. Parce que déjà, on doit avoir évidemment en mémoire tous les poids de notre réseau, bien sûr, mais aussi les calculs intermédiaires de la passe en avant. Oui, c'est logique, ouais. Il y a plus de données. Donc il y a plus de données à voir, c'est plus lourd. Voilà, c'est beaucoup plus lourd. Donc entraîner un réseau de neurones, c'est coûteux, et ça explique pourquoi, en général, on le fait une fois pour toutes. Et on prend quelques semaines, parfois quelques mois pour les très gros modèles, et ensuite on le touche plus, on utilise le truc figé. Et c'est surtout cette rétropropagation qui consomme de la ressource, du coup ? Alors, la rétropropagation, elle se fait une fois, mais oui, elle consomme énormément de ressources. Et après, au plus tu utilises ton réseau, au plus ça consomme de la ressource. Ouais, mais voilà. C'est bon ? Oui, c'est pour l'instant, c'est très visuel, effectivement. Donc, on peut en profiter pour faire un petit point de terminologie aussi, parce que ça s'appelle aussi, on le voit souvent dans les textes, rétropropagation du gradient. Et en fait, on parle énormément de gradient en deep learning. Alors, c'est quoi cette histoire de gradient ? Bon, dans le langage courant, on en parle parfois de gradient, par exemple en météo. On parle volontiers du gradient de température. On a tous entendu, gradient de température, machin, bon. J'ai jamais entendu ça. Ah bon ? Je sais pas quelle météo tu regardes. Ah ouais ? Écoute. Non, ça me dit rien. Mais moi, tu sais, sorti de la température et s'il pleut ou pas, j'écoute pas trop. Donc, mais je vais faire attention maintenant. Le gradient, très bien. Ouais, le gradient de température. Écoute, je pense que je crois que tout le monde voit ce que ça veut dire à peu près un gradient de température. En chaque endroit, en France, on mesure la température.
Et bon, le gradient de température, ça désigne une variation entre deux endroits différents. Si je suis à Lyon, je vais vers le nord, disons, la température baisse, le gradient sera négatif. Ok. Si je vais vers le sud, la température monte, le gradient sera positif. Il sera d'autant plus grand, ce gradient, que la température monte vite. D'autant plus petit, d'autant plus négatif que la température descendra vite. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. C'est pas simplement une différence entre les températures. C'est aussi simple. Oui, c'est une différence, mais ça va dessus. Ouais. C'est une différence, mais ça dépend aussi de la distance. C'est une taux de variation. Ça dépend de la direction aussi. En allant vers l'est, la température pourra monter ou pas. Okay. En chaque point, le gradient de la température, donc en ce point, dépend de la direction, et c'est une information très utile. Parce que, admettons que je veuille aller là où il fait frais. Là, c'est l'été, j'en ai marre, je vais aller au frais. Bon. Eh ben, j'ai qu'à suivre le gradient dans les directions où il est négatif. Parce que dans la direction où il est négatif, la température va baisser. Donc je suis à un point, je regarde dans quelle direction c'est négatif, je vais un petit pas, dans cette direction négative, après je regarde par où c'est négatif et je continue comme ça. Ouais, tu joues au jeu de la petite souris qu'on cache et ça chauffe ou c'est froid, ça chauffe, c'est froid, étape par étape. Si tu veux, sauf que là, voilà, effectivement, le gradient me permet de m'orienter vers la température, effectivement. Donc la température va baisser pas à pas, comme ça, donc, et après, qu'est-ce qui va se passer justement après? C'est ça qui est intéressant. Donc je continue mon gradient, comme ça je descends mon gradient, et après ça va remonter. Bon, si je suis en endroit où ça remonte de tous les côtés, je peux plus bouger. Donc ça veut dire que je suis au minimum de température. Okay. Alors, ça veut dire un minimum en France, un minimum local même. Parce que si je suis parti de Lyon et que je suis dans les Alpes, oui, il fait plus frais, c'est vrai, mais c'est pas la température la plus faible de toute la Terre non plus. Oui, tout à fait. C'est pas le minimum global, c'est le minimum local. Il faudrait que j'explore plus pour atteindre le minimum global de température. Est-ce qu'on peut dire que c'est la température la plus basse qui est la plus reliée par un chemin de variation par rapport à l'origine? C'est compliqué à se représenter, mais je vois en tout cas. Okay. C'est un minimum local en fait. Tu peux jamais être sûr vraiment. Du coup, pour essayer de trouver le meilleur minimum parmi les minima, il y a des techniques de gradient stochastique, etc. un dossier que tu as pu faire sur du calcul de restitution graphique de la 3D et j'ai l'impression d'être sur des mêmes approches d'ailleurs. Mais... oui, parce qu'en fait, ces techniques de minimisation, c'est des trucs qui sont relativement généraux quand même. Ouais, donc voilà, c'est en gros parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On descend le gradient pour minimiser une fonction. Voilà, c'est la température, mais ça pourrait être n'importe quelle fonction. Et donc, minimiser une fonction, c'est des trucs qu'on fait très souvent, c'est très très utile. Et puis, évidemment, ça fait écho aussi aux exercices de minimisation que font les lycéens sur des fonctions d'une seule variable. D'ailleurs, on peut se mettre dans ce cas pour illustrer le propos dans le contexte. Là, imaginons qu'on soit dans le cas du début, là, avec un seul neurone, notre neurone. Imaginons qu'on veuille régler le biais, c'est tout. Donc, vous vous souvenez, il y a les poids et le biais. Donc, le biais, voilà, c'est un nombre, on veut le régler. Et donc, on fait pareil, on fixe les entrées. On prend une entrée, on calcule la sortie, on calcule l'erreur en sortie. Après, on ne touche plus aux entrées ni aux sorties, on calcule l'erreur. Cette erreur, elle est fonction du biais, puisqu'on veut régler le biais uniquement. Donc cette erreur, elle est fonction du biais. Donc c'est une fonction d'une variable, le biais. Et cette fonction d'erreur, si on fait une graphe, ça pourrait être, par exemple, ça va avoir une tronche de cuvette, comme ça, le graphe par rapport au biais. Et donc cette cuvette, elle va avoir un minimum à un endroit. Or, au début, mon biais, il est aléatoire, donc il peut être n'importe où sur l'abscisse, sur l'axe des X, et ça donne une erreur qui est la valeur qui correspond sur la courbe en ordonnée. Donc pour réduire cette erreur, je prends la tangente à la courbe en ce point et je la descends. Je vais du côté où elle va vers le bas. C'est logique, hein, tu vois, je descends la tangente comme ça, je descends du côté où ça descend. Bon. Donc je veux descendre la courbe jusqu'au minimum. Donc je vais me déplacer sur l'axe des X petit à petit pas, dans la bonne direction. Et en fait, ces petits pas, c'est ce qu'on appelle le learning rate. C'est ça le learning rate. C'est le petit pas, c'est aussi l'amplitude toute petite avec laquelle je déplace mes potentiomètres au départ, c'est ça le learning rate. Et ce qu'on fait là, c'est une descente de gradient, et ici, dans ce cas super simple, le gradient, c'est la dérivée de la courbe. Ok. Donc, pour un réseau de neurones, on fait la même chose, exactement. Mais là, ce sont tous les poids et tous les biais qui sont des variables de la fonction d'erreur. Cette fonction d'erreur qu'on appelle aussi la fonction de coût. Donc cette fonction de coût, elle est monstrueuse, elle peut avoir des milliards de variables, mais le principe c'est le même. Je vais me balader, c'est-à-dire modifier les variables, ici les poids, petit à petit, dans les bonnes directions, c'est-à-dire par là où le gradient me dit que ça baisse. Tu vois ?
D'ailleurs, au passage, cette fonction d'erreur, de milliards de variables ou pas, elle est toujours différenciable. Sinon, on ne peut pas calculer le gradient. Donc, les fonctions d'activation sont toujours lisses. Et c'est un principe de base. Donc, voilà, il faut que le réseau soit une fonction différente, que la fonction de coût soit différenciable. Donc, bon, c'est le principe de base. Il y a d'innombrables subtilités pour implémenter tout ça de manière efficace, etc. Mais bon, voilà, c'est pour donner une intuition de l'ensemble. Et puisque, bon, on explique aussi la terminologie de deep learning, même si, bon, j'espère que c'est clair, même si c'est pas forcément très simple, mais bon, j'espère que c'est assez clair. Il y a aussi un autre terme qui revient souvent, et on peut aussi parler de ce mot, c'est le terme de tenseur. Donc, est-ce que c'est pas, je confonds peut-être, mais dans la théorie de la relativité générale, il n'y a pas assez vite la notion de tenseur, justement. Il y a des tenseurs. Est-ce que c'est la même chose? Oui sur et le non. plan mathématique, oui, mais sans oui et non. Alors justement, alors, allons-y. Encore un peu de maths. Ne partez pas. non, continuez. Ne partez pas, s'il vous plaît. J'adore. Et puis, bon, non, mais c'est pas ma faute. De toute façon, je suis bien obligé de parler de tenseur. Tout le monde parle de tenseur. C'est pas ma faute à moi. Hein. Bon, en anglais, c'est les tensor. Et oui, il y a TensorFlow. Sur les GPU Nvidia, il y a les Tensor Core. Hein, voilà. Ouais. Google, il a des Tensor Processing Units. Faute, en fait. Bon. Alors, en fait, c'est quoi un tenseur? Bon, il y a deux manières de le voir. Il y a une manière rigoureuse et mathématique et la manière deep learning qui, je vous rassure, est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'un tenseur en deep learning, finalement, c'est juste un tableau à plusieurs indices. C'est tout. Un vecteur, c'est un tableau avec un seul indice. Voilà. Vous avez une colonne, une ligne, ou une ligne, si vous voulez, de nombres. Le premier nombre, il a un indice 1, le deuxième nombre, il a un indice 2, etc. Voilà. OK. Bon. Quand vous avez un tableau à deux dimensions, comme sur Excel, vous avez deux indices. Le premier pour localiser la ligne, et ensuite, à l'intérieur de cette ligne, pas trop de soucis non plus, je pense. Donc, mathématiquement, c'est une matrice. Une matrice, c'est un tableau de nombres. Bon, OK. Ensuite, vous pouvez facilement imaginer un tableau à trois indices. Oui. C'est Prenez, des matrices par exemple, les unes sur les autres, quoi. Si tu veux, mais tu peux tout simplement prendre une image en couleur. C'est mieux, je vous conseille d'utiliser le principe de l'image en couleur, vous allez comprendre pourquoi. Ça évite de s'y perdre dès qu'il y a trop de dimensions. Exactement. Si tu imagines des matrices qui sont empilées, implicitement, tu passes en trois dimensions, visuellement, un espace en trois dimensions. Et donc, à quatre dimensions, tu es bloqué. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut voir juste le nombre d'indices. Prenez par exemple une image en couleur, vous avez une image en couleur. Donc, une image en couleur, c'est quoi? Vous avez des pixels, voilà, vous avez deux indices X et Y pour localiser un pixel. Mais ce pixel, c'est lui-même une liste. C'est une liste de trois nombres. Rouge, vert, bleu. Bon. Donc, votre image, c'est un tableau à trois indices. X, Y et C. Non. Mais non. Et non, alors, voilà, ça c'est intéressant. C'est pour ça que je te dis de ne pas imaginer des matrices en truc. C'est le nombre d'indices. J'ai besoin de visualiser le truc. Non. Ne visualise pas. On est en informatique, d'accord? On ne fait pas de 3D, on est en informatique. Okay. En informatique, on a des tableaux, et ces tableaux, ils ont des indices. Oui. Et c'est le nombre d'indices, pas le nombre d'éléments dans le tableau. On revient à notre image. Dans une image en couleur, tu as trois indices. Un indice pour les X, un indice pour les Y, un indice pour les composantes. Très bien. Le nombre de composantes n'importe pas. Il peut y avoir rouge, vert, bleu, il peut y avoir la transparence, il peut y avoir violet, il peut y avoir rose, je m'en fous. Il y a trois indices. Très bien. D'accord? Donc une image est un tenseur à trois dimensions. Ok. Donc tu peux très très facilement imaginer un tenseur à quatre dimensions. Imagine une vidéo. Tu as un premier indice. Ça désigne une image de la séquence vidéo. Ok, très bien. Premier indice, l'image de la séquence vidéo. Une fois que tu as ton image, deux indices pour localiser un pixel. Et après, encore un indice pour les composantes. Rouge, vert, bleu. Ouais. Donc, tu as un tableau à quatre dimensions. T, X, Y, C. Par exemple, là, le temps, l'abscisse, l'ordonnée, les composantes de couleur, quoi, les trois composantes de couleur. Donc, c'est un tableau à quatre indices et c'est un tenseur à quatre dimensions. Ok. D'accord ? Ouais. Alors, c'est quoi le rapport avec le deep learning ? Oui, j'allais te poser la question. C'est un rapport qui est purement calculatoire. Attention, c'est un petit peu de maths. Quand un petit peu de maths arrive, une somme pondérée, ça peut être vu comme un produit scalaire. Donc, vous avez votre vecteur X en entrée avec ses composantes X1, X2, X3. Bon. X4, X5, tout ce que vous voulez, et puis après vous avez les poids. Les poids, ça peut être P1, P2, P3, il y en a autant que de poids dans votre neurone, et donc, quand on fait la somme pondérée de X avec les poids, c'est X1 fois P1, plus X2 fois P2, plus X3 fois P3. Ça, c'est exactement la définition d'un produit scalaire,
si tu considères que X est un vecteur et que P est un autre vecteur. Très bien. Ok. Donc chaque neurone fait un produit scalaire de ses poids avec le vecteur d'entrée. Et comme on a plusieurs neurones, en général, quand même, sur une couche, on fait plein de produits scalaires, toujours du même vecteur d'entrée, par les poids de chaque neurone de la couche. Et il se trouve que ça, c'est exactement un produit de matrice. Okay. Chaque couche de neurones fait un produit de matrice. Et après, il y a les biais et la fonction d'activation que tu rajoutes après. Donc, on a un produit... Donc, en fait, on a un produit de deux tenseurs, qui est un tenseur à un indice, un tenseur en une dimension, un tenseur à deux dimensions, mais selon les structures de réseau qu'on conçoit, qui peuvent être beaucoup plus complexes que le feed-forward dont on parle là, on va parler d'un autre après, on devra considérer des produits sur des tableaux avec plus d'indices, et donc des tenseurs plus généraux que juste des matrices. Ok ? Donc une remarque intéressante, je pense, qu'on peut faire au passage, c'est que dans un produit de matrice, on utilise tous les nombres qu'il y a dedans une fois. Donc pour faire une passe en avant dans le réseau, pour calculer une prédiction de ce réseau, on doit utiliser tous les poids de tous les neurones. Bon, où est-ce que je veux en venir avec ce truc ? Alors là où je veux en venir, c'est qu'en pratique, votre réseau de neurones, il est en mémoire dans votre ordinateur, il est en mémoire de votre machine. Et que pour faire les calculs, il faut bien que les données arrivent au processeur, quand même, à un moment. Donc admettons que vous ayez un modèle de langage, votre gros modèle de langage favori, votre petit lama par exemple, il fait 20 gigaoctets en RAM. Bon, ok. Bon, pour chaque mot qu'il va écrire, votre lama, il devra lire au moins 20 gigaoctets de données. Ah la vache. Donc si vous voulez qu'il vous parle avec une vitesse raisonnable, disons 5 mots par seconde, allez, il vous faut 100 gigaoctets de bande passante mémoire minimum. Oui. C'est beaucoup. C'est énorme. Un Core i7 13700 ne les atteint pas. Ah bah oui. Et là, je prends volontairement un petit modèle de 20 gigaoctets. C'est un exemple assez réaliste parce que la taille du Lama 30B compressé, on s'en fout. Donc, vous voyez à quel point la bande passante mémoire est cruciale pour l'inférence en deep learning. Et pourquoi les GPU sont aussi prisés. Parce que les GPU, non seulement elles ont plein de cœurs de tous les côtés, mais en plus elles ont une mémoire qui est souvent très rapide avec énormément de bande passante. Elles utilisent de la GDDR6 ou la GDDR5. En tout cas, ce sont des mémoires qui ont une grosse bande passante. C'est un avantage énorme. Une RTX 4090, par exemple, a une bande passante de 1 teraoctet seconde. Parce qu'il faut alimenter tous ces cœurs. Et du coup, quand tu as des gros volumes de données, que tu dois faire des calculs sur des gros volumes de données, c'est très intéressant. Donc, ça, c'était la parenthèse pratique pour le calcul. Pour ceux qui se demandent ce que sont les tenseurs mathématiques, donc les tenseurs mathématiques, la relativité, c'est des tenseurs mathématiques, quand même, beaucoup plus que des tenseurs... Comme on a dit. Alors, la différence, finalement, entre un tenseur au sens mathématique et un tenseur au sens pratique, voilà, comme j'ai dit en deep learning, c'est exactement la même que la différence entre un vecteur et sa représentation par des coordonnées. Le vecteur, c'est un objet mathématiquement bien défini dans un espace bien défini. Ces coordonnées, ce n'est pas le vecteur. C'est une représentation d'un vecteur. Et d'ailleurs, elle change. Si tu changes de repère, les nombres qui constituent les coordonnées du vecteur vont changer. Mais le vecteur, lui, non. Le vecteur ne change pas. D'accord ? C'est une sorte de changement de point de vue. Donc les coordonnées, ça représente le vecteur d'un certain point de vue. La même chose peut être dit pour les matrices. C'est pareil. La matrice, c'est des applications linéaires. Et la représentation en tableau de nombres, c'est quelque chose qui n'est pas unique, qui n'est pas fixe, qui dépend du point de vue. Donc ça dépend d'une base. Les tenseurs, c'est pareil. C'est des objets mathématiques plus subtils que simplement des tableaux à plusieurs indices. Mais bon, cela dit, si on change jamais de repère, c'est vrai que la représentation et l'objet sont, d'un point de vue pratique, assez équivalents. Bon. Allez, parenthèse mathématique fermée, voilà, ouf. C'était pas inaccessible, ça va. Non, ça, j'espère. Donc ça, mais bon, voilà, c'est juste pour expliquer l'omniprésence de ce mot tenseur dans les noms. Très souvent, excuse-moi, pour l'instant, on est quand même assez éloigné de la magie qu'on peut avoir dans les usages et dans la perception de ce qu'on peut avoir sur les algorithmes d'intelligence artificielle. On est quand même en train de dire qu'on manipule des sommes de nombres. Ah, mais c'est que ça. Mais de toute façon, c'est que ça. Bon, tu nous l'as déjà suffisamment répété, mais là, on s'en rend compte encore plus. Ah ben, c'est le but. Là, on va mettre les mains dans le cambouis. D'accord ? Donc, si vous voulez de la magie, c'était café et l'hebdo. Là, c'est les mains dans le cambouis. Là, c'est le cambouis. Là, on va être sale. On aurait dû dire ça en intro. Ok. Ah, mais c'est continuons à mettre les mains dans le cambouis. J'aime ça. C'est ça. Donc là, on va être sale et on va continuer à être sale. Donc là, on a expliqué voilà. Donc pourquoi il y a des tenseurs partout, des tensors partout. Puis bon, Tensor Core, en plus, c'est un nom qui se la pète. Ça, c'est un nom assez cool. C'est classe. N'est-ce pas ? Bon, alors maintenant qu'on a une bonne idée, enfin, j'espère.
de ce que c'est qu'un réseau feed-forward, on va voir ses limites. Parce que, par exemple, imaginons qu'on veuille aller plus loin que reconnaître des nombres manuscrits, voilà. Bon, imaginons qu'on ne serait-ce que... On veut reconnaître des chatons et des chiots. On veut différencier des chatons et des chiots. Ouais. Bon, ça paraît très simple, faisons exactement pareil. Prenons notre image, prenons chaque pixel et mettons-le en entrée d'un gros réseau feed-forward. Alors pour simplifier, on considère qu'on n'a que des images en noir et blanc, mais bon, même comme ça, des photos de chats et de chiens qu'on trouve sur Internet, c'est pas des micro-vignettes en 28 par 28. Tu vois, c'est plutôt des trucs en 800 par 600, voire plus. Et là, on commence à voir arriver un problème pratique avec ces gros sabots. C'est que ça fait déjà 480 000 entrées, ça, pour chaque neurone, de la première couche. Donc ça fait quand même vraiment plein de poids déjà, hein, sur la première couche. Et Dieu sait combien voilà, on en aura sur les couches cachées, etc. Bon, ça va faire beaucoup de mémoire. Et puis on a un autre problème, c'est que sur les photos de la vraie vie, on n'a pas des chatons et des chiots bien cadrés comme il faut. Voilà, bon, ils sont un petit peu partout dans l'image, hein, ils sont en haut, en bas, dans les coins. Bon. Et puis un chien, ce n'est pas moins un chien s'il est en bas d'une photo plutôt que s'il est en haut. Carrément. Ça paraît évident. Mais pourtant, si j'ai dans mes données d'entraînement, si j'ai plus de chiens dans le bas des photos, il est possible que mon réseau ait du mal à les reconnaître quand ils sont en haut. On en revient au sujet de la représentativité du dataset du départ, quoi. Au passage. Oui, mais bon, c'est un problème structurel en fait. C'est un problème structurel du réseau. Donc, imaginons que j'ai des chiens qui sont... que j'ai plus de chiens vus de près que de chiens vus de loin. Mon réseau, il risque de mal les reconnaître. S'ils n'ont pas la même taille parce qu'il n'a pas l'habitude de les voir. Mon réseau voit les images dans leur globalité. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne, nous. Ni aucun animal d'ailleurs. On fait attention aux détails qui nous font reconnaître un chien indépendamment de où est le chien, de quelle taille a le chien. On commence à voir que notre bon vieux réseau feed-forward, au-delà des problèmes d'homogénéité des données, est peut-être pas super adapté à la vision par ordinateur en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a conçu un autre type de réseau de neurones qui s'appelle les réseaux à convolution. Alors, dans le réseau à convolution, il y a convolution. Jusque-là, ça méritait pas un dossier. Ça. C'est quoi cette bête ? En fait, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont déjà rencontré ce terme en retouche d'image, je pense, sous le terme de filtre de convolution. Un filtre comme ça, c'est une opération qui se fait sur chaque pixel d'une image en fonction d'une somme pondérée des pixels voisins, du pixel qu'on considère. Donc on choisit une fenêtre, que peut avoir n'importe quelle taille en fait. Hein. Bon là, on va se prendre par exemple 3 par 3, hein, pour se simplifier la vie, donc on fait 3 par 3, on est les plus proches voisins. À chacun de ces 9 pixels, je vais associer un poids. Par exemple, je vais mettre des valeurs négatives à droite et à gauche, en haut et en bas, et 5 pour le poids du pixel lui-même, et 0 sinon. Bon. Le pixel lui-même, c'est le pixel du milieu, j'imagine, c'est ça ? C'est le pixel du milieu, voilà, du petit carré. Et donc, pour chaque pixel, je vais faire la moyenne pondérée par ces poids de cette image. Ça va me donner une autre image, une image filtrée. Et en l'occurrence, si je fais ça, je vais avoir un effet de netteté. C'est parce que c'est un truc classique qui donne un effet de netteté. Okay. Si j'avais par exemple mis 1/9 sur tous les poids, ça aurait été une simple moyenne et j'aurais eu un effet de flou. Tu vois ? Donc le tableau de nombres de ces poids, les poids du filtre, on appelle ça son noyau. Et donc on fait un filtrage de convolution avec un noyau. Et bon, il y a énormément de filtres classiques que vous retrouvez dans tous les logiciels, de tous les logiciels qui font de la retouche d'image, vous avez des filtres de Sobel, vous avez les flous gaussiens, ce genre de trucs, c'est des filtres de convolution. Okay. Donc ça existe depuis longtemps, et en fait ces filtres, évidemment, jusqu'à récemment, ils étaient mis au point à la main. C'est-à-dire ce sont des gens qui veulent arriver à certaines caractéristiques spécifiques d'une image, et qui conçoivent les filtres eux-mêmes du mieux qu'ils peuvent. Bon. Le but d'un réseau de convolution, ça va être de faire en sorte que les filtres se règlent tout seuls. Que les poids de ce noyau de convolution se règlent eux-mêmes, pour extraire des caractéristiques qui sont pertinentes pour la tâche qu'on leur demande. Et ça, sans qu'on sache a priori comment faire. Ils le font eux-mêmes, par entraînement. Donc, on a dit que la position du chat n'avait pas d'importance, que ça ne changeait pas le fait que ce soit un chat. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner l'image avec ce qu'on appelle des neurones de convolution. Alors, qu'est-ce que c'est un neurone de convolution ? C'est ni plus ni moins qu'un filtre de convolution dont les poids vont être appris par entraînement. Un neurone de convolution, il a une taille qu'on décide au départ. Hein. Ça peut être, disons, une entrée de 3 par 3. Donc ça peut être un neurone qui a 9 poids et qui voit seulement une petite fenêtre de 3 par 3. Donc on va créer une couche de convolution en se donnant un certain nombre de ces neurones de convolution, donc qui sont autant de filtres, des filtres aléatoires au début, hein, qu'on va régler, qui vont s'auto-régler pour filtrer donc des caractéristiques. Donc au début, ils vont filtrer, donc on prend nos filtres au début, ils sont aléatoires, donc ils vont filtrer mal, on va les modifier petit à petit pour que le filtrage serve à quelque chose. Donc,
disons qu'on se donne 4 neurones dans la première couche de convolution. Donc enfin, ça veut dire qu'en fait, on a 4 filtres qui sont pour l'instant des filtres aléatoires et qu'on va régler. D'accord ? Donc on se donne une image en entrée, et chaque neurone va scanner l'image. Donc en fait, il va la filtrer, tout simplement. Hein. Il va filtrer avec ses poids. Donc il faut vous imaginer que vous avez 4 images filtrées. Pouf, voilà, c'est tout. Donc le résultat de notre première couche de convolution, ça va être une pile de 4 images filtrées. Chacun par un neurone, entre guillemets, différent. Ces 4 images sont appelées les feature maps. Donc ça veut dire les cartes de caractéristiques, traditionnellement, parce que à terme, elles représenteront des caractéristiques qui ont été captées par chaque filtre. Pour l'instant, elles ne représentent que dalle. C'est des trucs n'importe quoi. Au début, quand c'est pas entraîné. Donc, notez bien que si ces images sont en niveau de gris, on a déjà un tenseur en 3 dimensions. Et si elles sont en couleur, on a déjà un tenseur en 4 dimensions. Tu vois ? Donc, on retrouve nos tenseurs. Ça va ? Oui, toujours, ouais. Ça va. Mais bon, oublions ça. Voyons-le comme une pile de 4 images, si vous voulez. Voilà, tout simplement, c'est une pile de 4 images. Ce qu'on fait ensuite, c'est extrêmement important. Mais même si c'est très simple, c'est ce qu'on appelle le pooling. C'est une opération ultra simple, le pooling. Donc pooling, comme pool, voilà, c'est comme une piscine, ou tirer, pool, voilà, c'est donc P-O-O-L-I-N-G. Oui, c'est une opération... P-U-2-L, mais P-O-O-L. Okay. C'est P-O-O-L, pool. Et c'est une opération qui est ultra simple, c'est qu'on oublie 3 pixels sur 4. C'est-à-dire qu'on prend des petits carrés de 2 par 2, donc sur les feature maps, on les divise en carrés de 2 par 2, et on garde uniquement le pixel le plus grand, par exemple. Voilà, ou celui qui a la plus grande valeur. Voilà. Okay. Il y a d'autres manières de le faire, mais enfin, si on prend le plus grand, c'est ce qu'on appelle le max pooling, c'est assez courant. Donc en fait, on réduit la taille finalement des images filtrées. Le résultat, c'est que les images filtrées vont devenir 4 fois plus petites. Alors évidemment, il y a un gain immédiat, c'est que ça fait beaucoup moins de données à gérer. Bien sûr. Mais il y a une autre raison qui est très importante, parce que ensuite on fait quoi ? Ensuite on recommence. Vous savez bien, le deep learning, c'est deep, donc on recommence plein de fois la même chose, et en plusieurs couches. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va recommencer. Donc, on va se donner une nouvelle couche, cette fois, par exemple, avec 6 neurones de convolution, et chacun de ces 6 neurones de convolution va filtrer donc, chacune des feature maps, des images intermédiaires qu'on vient de réduire. Voilà, ces images intermédiaires qu'on vient de réduire, on va les refiltrer. Donc, on aura 6 x 4 images filtrées, donc on aura 24 feature maps, qui seront par contre 4 fois plus petites chacune que l'image d'origine. Ok ? Ça, c'est super important parce que la deuxième couche de convolution, elle a une fenêtre de même taille que la première. Mais comme l'image est 4 fois plus petite, ça veut dire qu'elle scanne en fait des détails qui sont 4 fois plus grands. Et si on refait encore le même processus, un pooling qui va réduire encore la taille des images par 4 et une convolution, les filtres de cette couche-là vont repérer des détails qui sont 16 fois plus grands que les détails analysés par, que les détails analysés par le premier filtre, celle de la première couche. Donc, cette succession de convolution et de pooling permet non seulement d'économiser pas mal de mémoire, mais c'est aussi un moyen de faire une analyse multi-échelle de l'image de départ. Okay. Parce qu'à chaque pas de convolution, on réduit les dimensions spatiales et on augmente la profondeur de l'analyse. Au plus on a de cartes de motifs visuels, de feature maps, qui sont caractéristiques à diverses échelles. Et donc, à un moment, on décide qu'on en a assez, et on fait passer toutes ces données accumulées dans un classificateur. Et ce classificateur, c'est juste une couche de neurones, une bonne vieille couche de neurones, comme on a déjà parlé plein de fois, une bonne vieille couche de neurones complètement connectée, dont la sortie nous donnera la réponse chaton, ou chiot, ou belette, ou tractopelle, ce que vous voulez. Alors, bien sûr, au début, donc, les poids de tous les filtres sont totalement aléatoires, le réseau ne comprend rien du tout à la vie. Donc, on va lui montrer des milliers de photos de chats et de chiens, ou de tractopelles, et on va le fouetter à chaque fois qu'il se plante. Comme d'habitude, on va le fouetter. Bon. Je préfère l'image de donner du sucre quand il réussit, mais je vois ce que on est obligé de passer par le fouet. Non, c'est plutôt du fouet, Donc, au fur et à mesure, si tu veux, les filtres vont se régler tout seuls et commencer à extraire des caractéristiques. Ceux des premières couches vont extraire, par exemple, les formes de petite échelle, donc des formes pointues pour les oreilles, par exemple. Les couches suivantes vont commencer à extraire des informations pertinentes à plus grande échelle, alors, je sais pas, la forme des pattes, de la queue, les détails anatomiques. Les couches vont accumuler des informations visuelles de ce type, et à la fin, il y a un classificateur, qui est soit une couche, soit un réseau feed-forward, qui, lui aussi, devra être entraîné pour, en quelque sorte, déterminer parmi toutes ces caractéristiques qui ont été accumulées, lesquelles sont pertinentes, et du coup, s'il voit des oreilles pointues, s'il voit une queue de telle manière, une fourrure de telle manière, il va se dire, c'est quand même plutôt un chien, c'est plutôt un tractopelle, tu vois, voilà, donc il y a vraiment un classificateur à la fin. Notez bien que chaque neurone est comme une petite fenêtre qui parcourt toute l'image. Donc ça veut dire que la position du chat et du chien n'a aucune importance.
Une oreille pointue, qu'elle soit en haut à droite ou en bas à gauche, on s'en fout. De toute façon, le neurone, il scanne tout. Tu vois. Et comme on fait une analyse multi-échelle, on peut se dire aussi que le réseau est capable même de distinguer des chats qui sont un peu plus loin ou des chiens qui sont très proches. Tu vois. Donc, vas-y. On est d'accord que les algorithmes d'image générative font pas l'inverse de ce parcours-là. Non, ils tirent pas parti. Ça n'a rien à voir. On est d'accord. Non, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Non, là, on est vraiment dans les réseaux de classification qui sont utilisés tout le temps. Très bien. Voilà, mais... Non, vraiment, là, non, ça n'a rien à voir. Donc, on peut utiliser ces réseaux de convolution pour nos images, enfin, nos modèles qui reconnaissent les nombres, tu sais, les images de nombres manuscrits. Donc, si on refait ça avec des réseaux de convolution, ça va être en général beaucoup plus efficace qu'un réseau feed-forward. Donc ça, c'est vraiment à savoir. C'est les réseaux de convolution, bon, c'est en train de changer parce que maintenant on utilise les transformers pour un peu tout, mais c'est vrai que les réseaux de convolution, c'est vraiment des trucs qui ont été révolutionnaires pour ce genre de tâches en images. C'est des réseaux qui ont été raffinés au début des années 2000. En 2012, AlexNet bat tous les records de l'époque en reconnaissance d'images. Il atteint les 15% d'erreurs seulement à une compétition dont le but était de faire un classificateur pour 1000 catégories sur 14 millions d'images. Donc là, c'est pas juste chat-chien, tu vois, c'est vraiment t'as chien, chat, ballon, framboise, canette de soda, démonte-pneus, tout ce que tu veux. Bon. Et donc, 1000 types d'objets à reconnaître. Et donc, c'est un classificateur qui faisait 8192 neurones avec 5 couches de convolution et 3 couches de pooling. Et les noyaux passent d'une taille de 11 par 11 à 3 par 3 dans les dernières couches. Tu vois que du coup, on peut comprendre à quoi correspondent tous ces nombres maintenant. On a une image, on peut avoir une intuition de la structure d'AlexNet. Et c'est un réseau qui est historiquement important, parce qu'AlexNet, déjà, il a été très efficace. Et c'est un peu lui qui a montré que les réseaux de neurones, c'était efficace dans la vraie vie, quoi. Et AlexNet, en plus, tourne sur GPU. C'est pas le premier réseau, forcément, à tourner sur GPU, tourner sur des cartes graphiques, mais il enfonce le clou, si tu veux. Et puis bon, en 2012, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Les réseaux de neurones profonds sont meilleurs que tout le reste pour la reconnaissance d'images. Et la puissance de calcul disponible avec les nouvelles puces rend tout ça utilisable en pratique. Et aujourd'hui, il y a des réseaux de convolution un peu partout. D'ailleurs, on peut en imaginer en une dimension aussi. Tu vois, j'ai fait des réseaux en 2D pour les images, mais on peut très bien en imaginer en une dimension pour le son. Le son, voilà, un réseau. Un signal unidimensionnel, voilà, par exemple dans Whisper, donc le modèle de reconnaissance vocale bien connu d'OpenAI, il y a 2 couches de convolution avec des fenêtres unidimensionnelles. Au début, après il y a un transformer, mais il y a un réseau de convolution, tu vois. Les réseaux, c'est des réseaux qui sont omniprésents, qui sont utilisés par les GAFAM à tire-larigot ces derniers temps. Alors bon, on commence à les remplacer un peu, mais c'est... bon, on les remplace par les transformers, donc on en parlera, mais chaque chose dans son temps, voilà. Mais donc, voilà, la classification, c'est typiquement un truc que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu à l'œuvre, et bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ça a fonctionné pendant des années. Voilà. Donc, dans cet épisode, donc, on a fait qu'effleurer le sujet. Vous vous doutez bien, c'est un survol, mais bon, j'espère qu'on aura une meilleure idée de comment fonctionnent les réseaux de neurones. Enfin, en tout cas, 2 grandes familles illustres de réseaux de neurones, donc voilà, qui sont très très connus et très très classiques. On va garder pour une deuxième partie, un autre gros morceau du deep learning qui est donc le traitement du langage naturel. Et c'est là qu'on parlera d'autres architectures, des architectures de neurones qui sont plus adaptées donc à d'autres types de tâches. Et on finira du coup par détailler les transformers, et grâce à ça, on pourra disséquer les GPT, on pourra disséquer ChatGPT et voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Okay. Trop bien, t'as mis une référence, enfin, une chaîne YouTube, c'est ça ? Oui, alors vous retrouverez plein d'illustrations, on va dire, dans tous les liens que j'ai vus, sauf celui sur Stéphane Plaza, mais ça me fait marrer. Et puis, sinon, oui, effectivement, il y a la formation FIDLE du CNRS qui dit tout ce que j'ai dit en beaucoup mieux, en beaucoup plus sérieux, et voilà, par des vrais profs, quoi. Et donc, si vous voulez vraiment en savoir plus et vraiment pratiquer, je pense que c'est un bon point de départ. Il y en a d'autres, bien entendu, voilà, je vous ai mis celui-là, mais il y en a certainement plein d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Mais voilà, donc les formations du CNRS FIDLE, c'est une valeur sûre, je pense.
Je suis impressionné par, bon, évidemment, tout cela est très complexe, mais quand même par une relative simplicité d'une succession de calculs. Bon, ben voilà, je schématise beaucoup les choses, hein, mais comme je te le disais tout à l'heure en t'interrompant, on est loin d'un fonctionnement magique. Bon, encore une fois, tu l'as suffisamment répété pour qu'on l'ait intégré, mais ça montre bien à quel point on est plutôt sur une série de calculs. Ah, mais moi, je casse les rêves, hein, c'est mon boulot. Mais non, laisse-nous un petit peu de rêve et laisse envie à nos auditeurs de croire en leurs rêves. Laisse-moi imaginer que les autres épisodes qui compléteront ce dossier seront de l'ordre de la sorcellerie. Hein, on est d'accord? C'est pas des... Non? Bon, non, moi je casse les rêves. Écoute, non, excellent. mais en gros, c'est des produits de matrice, quoi. Ouais, c'est... Bah oui, j'en arrive à la conclusion. Tu mets des gros tableaux de chiffres à plusieurs dimensions et tu fais tes calculs et tu arrives à avoir des résultats tout à fait satisfaisants. Et tout ça pour reconnaître des chats et des chiens. Écoute, excellent. Merci infiniment Guillaume pour la préparation de cet épisode. Je pense que c'est vraiment le genre d'épisode qui peut laisser place à des commentaires ou à des questions. Donc rendez-vous sur techcafé.fr. Il y a un article qui accompagne la publication de cet épisode. Donc c'est un endroit assez intéressant où vous pouvez poser vos questions et vous verrez d'ailleurs si d'autres personnes ont posé des questions. Je suis sûr que Guillaume se fera une joie d'y répondre. Et puis vous le savez, hein, je vous l'ai dit en intro, il y a le serveur Discord qui permet aussi d'interagir entre vous et avec nous sur ces sujets-là. Donc n'hésitez surtout pas à réagir à ce dossier. Je pense qu'on peut être assez preneur, hein, Guillaume, de la perception de ce dossier et n'hésitez surtout pas à nous dire si jamais vous avez réussi à vous représenter les choses. Moi, évidemment, j'étais très concentré en écoutant le dossier de Guillaume et je pense avoir bien visualisé les choses et dites-nous en tout cas si c'est votre cas également. C'est en tout cas super intéressant de le voir de cette manière-là. Merci beaucoup pour ce dossier donc Guillaume. On se retrouve dans quelques jours pour un épisode plus classique de Tech Café avec l'actualité de la semaine et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de ce dossier et d'autres suppléments de Tech Café. On vous dit rendez-vous donc dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.